arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Étienne Trossler, directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique, est notre invité toute cette semaine. C'est un foyer qui se situe place Saint-Étienne, un foyer historique bien connu de tous les étudiants strasbourgeois, un lieu restaurant universitaire, un lieu d'hébergement et surtout un lieu d'activité et de conférences. Et c'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité. Étienne Trotzler, en tant que directeur du FEC, est-ce que c'est vous qui choisissez justement le programme des conférences qui ont lieu sur place ? Le dernier mot, c'est nous qui l'avons, ouais, quand même. Il faut savoir qu'on fait notre programme en gros pendant l'été. Et on a nos amis, nos gens qui nous conseillent. Et puis chaque année aussi, on associe les étudiants. On organise un petit repas. Et puis on leur dit, mais quels sont les thèmes qui vous intéressent, qu'est-ce que vous voudriez aborder l'an prochain comme sujet. Et comme ils sont étudiants, ils sont souvent un peu curieux quand même. Et ils proposent des choses mais régulièrement très intéressantes. On tourne pas en rond un petit peu ? Non, justement, alors parfois ils vont dans des grands trucs et il faut qu'on les freine, mais en gros, ils proposent chaque année, il y a un tiers des conférences qui sont issues de leurs propositions. Après, c'est vrai qu'il faut trouver le conférencier, il faut reformuler peut-être la thématique, mais en gros, c'est eux qui sont à l'initiative de la conférence. Et souvent, on les associe aussi à la présentation, c'est-à-dire que bon, nous, on va faire l'invitation, on va le mettre en route, mais après, c'est eux qui vont peut-être présenter le conférencier, qui vont animer le débat, qui vont peut-être même après faire un article sur la conférence, quoi. Et du coup, comment est-ce que vous choisissez les conférenciers ? Est-ce que c'est des gens, justement, on parlait de l'implantation locale du FEC, est-ce que c'est des gens qui viennent d'Alsace ou de Strasbourg ? Il y a une partie, bien sûr, qui vient du cru, qui est une production locale. Du cépage local, d'accord. Voilà. Mais ils peuvent aussi venir d'ailleurs. Il faut savoir que ça a beaucoup changé. À l'époque, avec Frères Médard, la carte de visite, c'était faire venir des grands hommes politiques. Ça a totalement changé. Ils ont accès aux médias. Je veux dire, nous, ils n'ont plus intérêt à venir parler au FEC. C'est-à-dire, les Schumann qui venaient faire une conférence, ils venaient et il y avait une révélation, un scoop, quoi. Aujourd'hui, un homme politique ne fait pas de scoop en venant à une conférence du FEC. Donc ça, c'est terminé. En revanche, ce dont on a envie vraiment de mettre en valeur, ce sont des gens qui n'ont pas forcément accès aux médias, des associatifs, des militants. Des militants qui ont quelque chose à dire, mais qui n'ont pas forcément accès aux médias, et des universitaires. Les universitaires sont souvent un petit peu, ou alors utilisés, ils auront droit à un quart de page ou à 1 minute et 10 secondes dans un JT, voilà, c'est tout. Mais pour un universitaire, on n'analyse pas une pensée, on ne va pas au fond d'une problématique en 1 minute 10, quoi. Donc, nous, on veut volontairement donner la parole à des universitaires sur un long temps, donc 1 heure, 1 heure et demie, où on peut aller au fond d'un problème, d'un sujet, et puis après d'en débattre. Ça, et les étudiants connaissent des profs, lisent quand même parfois les livres. Donc, ils disent « Ah, mais ça, c'est un prof qui a écrit un bouquin super intéressant. » Ou « Ah, c'est ce prof, il a fait sa thèse là-dessus, ça serait intéressant de l'inviter. » Et c'est comme ça que se fait un programme. Et justement, comment réagissent les étudiants ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent participer justement à ces conférences ? Et est-ce aussi une question annexe qui découle peut-être de ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, les vidéos YouTube, les tutos YouTube et tout ça, ou les vidéos, on peut quand même s'informer qualitativement d'une certaine manière, est-ce que c'est une forme de concurrence ? Oui et non. Parce que vous avez déjà tenu 1 heure derrière une vidéo YouTube ? Pas encore, mais j'y travaille. Moi qui suis assez curieux, j'ai du mal, quoi. Parce qu'en fait, quand vous êtes devant votre vidéo YouTube, vous êtes chez vous, généralement, bref. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a envie de faire autre chose. Ah tiens, je pourrais prendre un café. En fait, je caricature un petit peu, mais quand vous assistez à une conférence, vous vous barrez pas au bout de 10 minutes, quoi. Donc vous êtes dans la salle, vous écoutez le conférencier, et vous l'écoutez pendant 1 heure. Et puis après, on dit « Ah, mais ça serait quand même intéressant d'avoir une réponse à cette question que je me pose. Ah, je vais peut-être poser une question. » Voilà, ça, vous ne le faites pas devant YouTube. Donc,
c'est pour ça qu'on tient encore à ces conférences. Ça pourrait paraître un peu has-been, hein, de dire mais qu'est-ce qu'il faut encore des conférences aujourd'hui justement, il y a tous ces médias qui permettent de relayer l'information, les débats, etc. Non, je crois beaucoup au live, à la rencontre physique, et c'est ce qui nous manque terriblement en ce moment. Hein. Oui. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça tourne un peu en boucle, je trouve, les infos, la réflexion même. Parce que le contact physique est extrêmement important pour moi. Et les étudiants, justement, sont participants ? Bon, je vais pas raconter des salades. Hein. Ils vont pas courir à la conférence, quoi. Ils se bousculent pas. Bref, il faut plus pour aller faire la fête, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un peu naturel, quoi. Je veux dire, entre une bière avec les copains à la cafette et une conférence, voilà. Bref, le fouchage est souvent vite fait. Mais si on leur explique bien, si on les encourage un petit peu, des fois on leur force aussi un petit peu. Il faut qu'ils s'inscrivent de temps en temps à une conférence. Et ben, ils viennent. Des fois, ils traînent un peu les pieds, mais après, ils sont super contents. Parce que du coup, ils découvrent, mais tiens, on peut discuter de ça. Ah ouais, mais ça, quand on parle de je sais pas, la question, par exemple, je dis n'importe quoi, en Europe, la question de l'intégration des pays, tiens, ça pose ce problème économique là. Oui, ça veut dire qu'au niveau de la recherche, voilà, ça renvoie à des questions et du coup, ils se posent, ils avancent, quoi. Et ils sont toujours contents après. C'est ça qui est étonnant. Et du coup, oui, alors c'est bien, ça, c'est le syndrome du jeune, hein, presque, hein, qu'il faut un petit peu l'emmener, et après, effectivement, il est content. Et justement, c'est quoi les questions qui les travaillent fortement, ces étudiants ? On parlait de l'Europe, est-ce qu'ils ont été travaillés par le Brexit ? Alors justement, pas du tout l'Europe, je dirais que c'est un peu le mauvais exemple que j'ai pris. L'Europe, c'est pas le truc qui les botte le plus au premier truc, non. Okay. C'est des questions plutôt d'économie, l'environnement. Énormément de problématiques. Ils se posent vraiment beaucoup de questions. Et l'histoire du vendredi, là, je sais pas comment ça s'appelait, les manifestations du vendredi, là, bref. Ça vraiment, ça les intéresse. Et donc ça, c'est vraiment une thématique de fond pour eux. L'économie, la vie internationale, en fait, l'équilibre avec la Chine, les échanges mondiaux. Ça, c'est vraiment les trucs qui les intéressent. Moins l'Europe. La politique, alors là, je le regrette, hein, c'est vraiment un truc qui ne les intéresse plus. À part quelques-uns qui sont militants et qui sont peut-être même dans un parti, la très grande majorité n'accroche plus. Alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Ah, c'est vrai, c'était une évolution ? Ah oui, c'est une évolution, mais vraiment, dans les 20 dernières années, c'est radical. Hein. Un désintérêt pour la politique. Exactement. Et ça pose des questions, c'est-à-dire que comment les futures élites... souvent, les élites politiques, elles sont formées comme ça par la militance. Hein. Qu'est-ce que on n'aura que des gens qui seront issus des grandes écoles commerce ou l'ENA. Enfin voilà. Alors, je ne vais pas critiquer ces grandes écoles, c'est pas mon objet, mais les hommes politiques, on va dire les élites sociales, en gros, quoi. Les élites sociales ne seront plus que formés formatés, on va dire même, dans les grandes écoles. Et se pose là une vraie question pour moi des élites de demain. Et justement, vous qui faites vivre aussi ces temps de conférence, est-ce qu'il y aurait des solutions pour justement stimuler Si j'avais une solution. Ouais. Je pense continuer à tracer notre sillon au FEC ou ailleurs. Hein. C'est permettre aux étudiants de découvrir autre chose, de sortir, d'être curieux, de se provoquer, de ne pas hésiter à débattre, même si on n'est pas d'accord, d'aller vers l'autre, de se provoquer. Hein. On organise des fois des thématiques. L'an dernier, on avait une conférence qui s'intitulait « C'est les femmes qui réformeront l'Église catholique », sous forme d'affirmation. C'était vachement intéressant. Bien sûr, c'était provocateur. Mais voilà, on se pose la question. Franchement, dans notre Église catholique, il y a des choses à penser, à réfléchir, et on va droit au but. Et justement, les jeunes, quand il s'agit de foi et de spiritualité, autant on a compris que l'Europe, la politique, c'était difficile de faire accrocher les étudiants. Est-ce que quand on parle de foi, de spiritualité, d'église, est-ce qu'ils sont présents en conférence ? Alors, nous, on est foyer d'étudiants catholiques. Donc forcément, il y a un petit quand même côté catholique qui doit intéresser quelques étudiants. Pour accueillir les étudiants, pour venir au FEC, il n'y a pas une question de... La religion ne rentre pas c'est pas un critère, quoi. Par contre, c'est une question que l'on pose toujours. La foi, la religion, ça concerne tout le monde. Et puis, je pose toujours cette question-là, c'est quoi la foi pour toi ? Est-ce que tu es croyant, tu n'es pas croyant ? De fait,
je dirais, à part peut-être quelques zombies, tout le monde se pose la question à un moment donné. Et c'est l'âge, entre 18 et 22 ans, où on se pose un peu des questions un peu fondamentales. Hein, parce qu'on a quand même maintenant ils ont un niveau de réflexion. Et ils s'y intéressent. Il y a, je dirais, dans les dernières années, moins de crispation, paradoxalement. Moins de crispation, Autour de ces questions. Ouais, ça s'est un peu On détendu. en parle plus facilement, quoi. Ouais, D'accord. ça s'est un peu détendu. Ils sont curieux. Bon, il y en a qui se revendiquent toujours athées. Et puis, mais disons, globalement, la question est plus facile pour eux, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de blocage. Et il y a même un espèce de retour de religieux. Alors, j'aime pas trop ce terme-là, de retour de religieux. Mais ils se posent peut-être des questions plus sincèrement. Voilà. C'est vrai que, alors justement, la semaine dernière, une personne qui était à votre place, un pasteur, expliquait que pour les jeunes, parfois c'est difficile. Ils ont la sensation que le divorce est consommé d'une certaine manière avec l'Église ou la foi chrétienne. Et parfois, quand on leur reparle de cette question de foi chrétienne, ils ont la sensation qu'on veut les faire se remarier avec l'ex-femme et qu'ils en savent tout et que finalement, il n'y a pas grand-chose à connaître en plus. Bah, il y a certainement... C'est vrai qu'en fait, le divorce, voilà, le divorce est fait, quoi. Je veux dire, on n'est plus dans la reconquête ou quoi que ce soit. C'est plutôt des questions fondamentales qui se posent. D'accord. L'Église, ça les intéresse peut-être un peu moins. Mais si, la question de la douleur, la question de l'espérance, la question du pardon, celles-là, elles existent toujours. Hein. Voilà. Alors, ils vivent des choses comme pas toujours rigolote, quoi. Et il y a ce qu'on appelle chez nous un club les équipes révision de vie, où il y a quand même peut-être pas 10, non, mais 8 équipes de révision de vie qui fonctionnent, c'est-à-dire c'est des petits groupes de réflexion de 3-4, où les étudiants parlent de leur vie, tout simplement. Hein, et on reçoit les récits de vie. Et comment dans ma vie, comment je vis ma vie affective, comment je vis ma vie au niveau scolaire, au niveau études, dans ma famille, etc. On pose ces questions-là. Et le dialogue, le fait de verbaliser les choses leur permet de mettre sur la réalité, de mettre des choses, de mettre des valeurs. Et alors justement, j'en profite pour une question qui va encore dans ce sens-là. C'est très intéressant de rentrer dans un petit peu la pensée étudiante au travers de vous qui êtes directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique. Justement, c'est quoi les préoccupations aujourd'hui des étudiants? Peut-être ces préoccupations nouvelles, ces évolutions, ça n'existait pas il y a 20 ans, c'était différent il y a 20 ans. Aujourd'hui, les jeunes, et ça se ressent dans ces groupes de parole, sont préoccupés par ça. Exactement. Alors, au niveau sociopolitique, ça a un petit peu évolué. Hein. Je disais, l'Europe, ça les intéresse un peu moins, etc. Ils se désengagent de la politique, etc. Mais fondamentalement, quand on va dans ces groupes de révision de vie, qu'est-ce qui est important dans la vie d'un jeune de 18-20 ans? C'est sa vie amoureuse, voilà. C'est ses relations avec ses parents, c'est la solitude, c'est comment est-ce que l'orientation, comment est-ce que je veux me construire. Et nous, on n'est pas là pour leur apporter des solutions. On n'a pas dire mais il faut que tu fasses ça. Non. C'est la méthode du voir, juger, agir, hein, qui est célèbre et connue. Voir, tout simplement regarder sa vie, la verbaliser sans jugement, sans rien du tout. On raconte sa vie, on raconte ce qu'on fait, le deuxième élément, c'est à ce moment-là, c'est mais les autres m'ont posé des questions. Mais pourquoi tu veux te réorienter? Quelles sont tes vraies valeurs? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui est vital pour toi? Et sans jamais toujours orienter la chose, quoi. C'est vrai que des fois, les questions simples ont du mal à trouver des réponses, et pas seulement chez les étudiants. Ouais, oui, exactement, mais ça on peut le faire même à un niveau adulte, hein, cet exercice de la révision de vie. Étienne Trotzler, on le rappelle, donc vous êtes directeur du FEC, le foyer de l'étudiant catholique, qui est situé place Saint-Étienne à Strasbourg, un lieu qu'on connaît bien si on a été étudiant ou si on est étudiant à Strasbourg. Il y a un restaurant universitaire, un foyer d'hébergement et également beaucoup d'activités, justement des activités ouvertes à toutes et à tous. Il y a un site internet www.fec-strasbourg
strasbourg.org, ce site internet où vous retrouvez le programme justement qui est proposé avec des conférences ouvertes à toutes et à tous. Donc n'hésitez pas à y aller et à vraiment profiter finalement, puisque c'est gratuit, ça fait vraiment, gratuit. Voilà, profiter au bon sens du terme de toute cette qualité et de cette densité de programme qui vous est proposé. Voilà, Étienne Trossler, donc on vous retrouvera demain pour continuer nos échanges ensemble justement sur le FEC. Et cette fois-ci, on va quitter un tout petit peu la vie étudiante, pas totalement, mais un tout petit peu, et on va parler de Élan. Justement, cette publication qui est réalisée par le FEC, et on va effectivement vous interroger sur finalement un travail de confrère, un média qui est réalisé au niveau du FEC. 5 colonnes à la une.